Je vais peut-être commencer par vous laisser vous présenter rapidement, pour qu'on sache d'où, ce que vous faites et quelle promotion vous faites. Donc Stéphane Bernal, moi je suis de la promotion 95-97, donc à l'époque les photos n'existaient pas apparemment. Je ne suis pas dedans. Donc moi ça fait 25 ans que je fais la formation. Maintenant je suis directeur associé dans une agence digitale. J'ai toujours travaillé dans la data depuis à peu près 22 ans. Donc le Minitel, je n'ai pas encore connu, mais le display et ainsi de suite, ça a commencé il y a de ça 22-23 ans. Hein. Voilà. Bonjour à tous, donc moi c'est Jérémy Dorouet, 2009 je crois à la promotion. J'ai la particularité d'avoir été sur deux années du fait d'une césure que j'ai eu la chance de faire, donc 2009 et 2010. Et donc moi je suis dans le digital depuis toujours, pour le coup, parce que ça fait 13 ans que je travaille. Dans le digital, j'ai travaillé chez le SNCF pendant de nombreuses années. J'ai fait du conseil aussi beaucoup en agence conseil sur des sujets digitaux où j'ai accompagné des grandes marques comme le groupe L'Oréal, le Puig ou d'autres groupes comme ça. Et depuis 3 ans, je suis directeur e-commerce et acquisition du groupe Canal+, où justement j'accompagne la transformation du groupe sur ces sujets importants digital. Bonjour à tous, moi c'est Théo Martinez, je suis de la promotion 2011, je m'appelle Jérémy. J'ai travaillé longtemps dans un cabinet d'études marketing, donc chez Ipsos, j'ai fait beaucoup d'études, notamment Quanti, et depuis 4 ans maintenant, je travaille au groupe SEB, à Écully, à Lyon, pour lequel je suis data analyst sur toute la partie e-commerce, plateforme de retail, on en a parlé, Amazon beaucoup. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis un petit peu impressionnée parce que j'ai pour le coup jamais eu l'occasion de participer à une table ronde. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, je vais parler. Donc je m'appelle Lucille Pasquier, moi j'ai 27 ans, l'âge de la 309 de Monsieur Kilzer. Et je suis de la promo 2018, donc c'est pas si vieux, donc mon historique professionnel il est pas si vieux aussi, je suis passée par quelques boîtes, notamment groupe SEB aussi. Aujourd'hui j'ai créé ma propre agence de marketing digital à Dijon qui s'appelle Cosmogram. Merci. Alors, pour commencer, une question peut-être très générale, donc commencer par Stéphane peut-être. Donc, est-ce qu'on peut, depuis 30 ans, voir quelques grandes évolutions du digital? Est-ce qu'il y a des grandes phases et comment vous voyez un petit peu les principales évolutions depuis une trentaine d'années? Alors, je vais faire un cours aussi important, intéressant que Filzer. Mais j'ai un PowerPoint, je ne sais pas si... Non. Oui, je me transmets. Donc pour commencer, alors les grandes phases, en travaillant un petit peu le sujet, on peut voir sur le marketing digital le démarrage des 94, la première bannière qui était diffusée sur un site web. Donc ça c'est vraiment au début du marketing digital, c'était plutôt du mass market, donc pas beaucoup de ciblage, plutôt de la diffusion massive, donc du display, de l'email. Donc là à l'époque on ne travaillait pas beaucoup de ciblage, on ne travaillait pas beaucoup de retour sur investissement, c'était vraiment la base, le minimum syndical. Et puis au fur et à mesure, ça s'est industrialisé, donc les méthodes d'achat ou les outils, on est passé du gré à gré au programmatique, avec des ciblages de plus en plus pointus, avec de la data qui permettait de les cibler sur des centres d'intérêt, des navigations, et des comportements d'achat, donc de plus en plus pointus. Donc arrivé ensuite toute la partie des moteurs de recherche, donc le SEA, le SEO, donc toute cette partie-là qui changeait un petit peu le paradigme. Donc c'était plus on vous poussait du marketing, c'était vous consommateurs qui allez chercher l'information. Et donc là c'était donc là on passait du push plutôt au pull marketing. Google Analytics qui est arrivé après, donc qui a permis ensuite de pouvoir mesurer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire. Donc là, on repartait un petit peu plus sur les bases du marketing direct, où on allait pouvoir mesurer. Dans toutes les évolutions qu'on a pu voir par la suite, c'est plutôt des évolutions technologiques. On a vu les réseaux sociaux aussi, qui sont arrivés par la suite. Facebook, Instagram, maintenant TikTok. Et l'influence marketing qui s'est développée depuis quelques années.
suite au développement des réseaux sociaux. Ce que je peux dire, disons, des cours qu'on a pu avoir, c'est que ça n'a jamais vraiment changé en termes d'évolution. Il n'y a plus de révolution du marketing. Les bases, elles sont toujours là, sauf qu'il faut les appliquer. Moi, j'étais toujours assez étonné au démarrage qu'on n'appliquait pas des études de marché, savoir qui était le client, le consommateur, comment on allait mesurer. Au démarrage du marketing digital, c'était vraiment très, très basique. Et lorsque certains se sont mis à commencer à mesurer, enfin, quand on parlait des médias, du display, ainsi de suite, ça semblait tellement nouveau, alors que c'était vraiment les règles de base du marketing. Ça n'a jamais été vraiment une révolution, c'est juste des évolutions plutôt techniques. On va de plus en plus vite, on a de plus en plus d'informations, donc on est capable de faire du marketing en temps réel, avoir des ciblages beaucoup plus pointus, mais les bases du marketing, elles sont toujours là. Après, il faut juste adapter à la technologie qui va de plus en plus vite. Voilà. Merci. Alors, on voit les grandes évolutions d'un point de vue communication. Alors, au niveau de la distribution, plus généralement physique ou le service dématérialisé, Jérémy, quelles sont les principales grandes évolutions aussi depuis une trentaine d'années? Alors, effectivement, il y a eu des grosses évolutions. Déjà, le physique et le digital, c'est des mondes qui cohabitent de plus en plus ensemble. C'est vrai qu'on a tendance à les opposer, même si effectivement il y a des termes comme l'omnicanalité ou le digital qui est apparu il y a quelques années. Aujourd'hui, en fait, la distribution physique est également ultra présente en digital. Et nous, je vois, pour le coup, si je parle de mon expérience au sein de Canal+, les réseaux physiques comme la Fnac, qui sont nos distributeurs, nos retailers, boulangers, ou on a cité effectivement la famille Moulier ou d'autres groupes, on les travaille aujourd'hui dans une logique d'omnicanalité, et c'est vraiment important d'avoir ce prisme omnicanal alors qu'on travaille effectivement sur cette distribution. Après, effectivement, la distribution de produits, parce que pour nous, on est sur des services, donc à l'inverse, effectivement, des produits physiques, le digital est devenu vraiment le canal de distribution majoritaire. Pour le coup, aujourd'hui, le business que je porte représente plus de la moitié, quasiment les 2 tiers de la distribution de Canal+. Effectivement, il y a toujours des traditionnels qui continuent à vendre nos produits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits serviciels sont de plus en plus digitalisés. Donc ça nous a obligés, nous, pour le coup, à nous réinventer, à retravailler effectivement. Alors, on parlait tout à l'heure de la data. La data aujourd'hui, c'est vrai que c'est le fuel et qui nous permet effectivement de savoir si on prend la bonne décision ou pas. On a retravaillé effectivement au sein de plateformes. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la plateformisation de plus en plus d'écosystèmes. Ça oblige aussi les marques de travailler vraiment sur cette logique-là, de faire des alliances. Effectivement, nos concurrents d'hier sont potentiellement nos partenaires de demain. Et donc, c'est en ça que, pour le coup, la distribution de produits de services est de plus en plus digitale. Et naturellement, on doit l'accompagner dans un écosystème réglementaire qui est de plus en plus compliqué, dans un écosystème où l'expérience consommateur, parce qu'en plus le service, c'est encore plus que le produit, l'expérience consommateur, de comprendre ce que fait le client, comprendre comment il l'utilise. On parle vraiment de customer journée et encore plus parce qu'on est sur des modèles où il y a une logique de churn, une logique de rétention à avoir, donc bien comprendre tout ça. Donc voilà, effectivement, on a dû évoluer avec le marché et ça passe par la mesure avant tout. Merci. Donc on voit en 30 ans une certaine structuration du marché, donc on voit qu'il y a, par exemple, si on prend l'entreprise de Stéphane, on a une certaine expérience déjà, une grosse structuration, mais pour autant on voit aussi des petites démarrer, donc, comme Lucille. Donc il y a démarré son activité très récemment. Donc est-ce que c'est facile encore aujourd'hui de lancer des activités en digital? Et est-ce que c'est facile aussi de lancer encore du digital même en province? Parce qu'on peut bien dire que c'est du digital, on peut le faire n'importe où, mais pour autant ça reste encore une activité qui est très souvent parisienne. Donc est-ce que c'est encore facile aujourd'hui de lancer ces activités en digital? Alors, on s'est mis d'accord, j'ai pas de questions sur le marketing au-delà d'il y a 30 ans. J'étais pas née. Donc, pour répondre, en tout cas, le marché, il est structuré de plus en plus, néanmoins, il n'est pas saturé, à mon sens, sur le marketing digital. Aujourd'hui, nous, on a créé donc l'agence il y a 1 an et j'ai jamais fait de prospection commerciale. Il y a un marché local et j'ai aussi un marché national. J'ai même un marché international aujourd'hui avec notamment une entreprise en Suisse. J'ai eu un client aux États-Unis.
Donc aujourd'hui, finalement, cette question de localisation aussi, il a monté une agence de communication en province. Alors est-ce que c'est un réel problème? Peut-être aussi qu'avec les 2 années Covid, avec la démocratisation vraiment du télétravail, alors je vais vous dire, j'ai passé plus de temps en télétravail que pas en télétravail, parce que pour le coup, j'ai commencé à travailler en 2019, donc j'ai passé la plupart de ma carrière en télétravail, et je pense que ça a réellement facilité le business en visioconférence, pour le coup, M. Filzer le disait tout à l'heure, et du coup, nous, on a pu développer nos activités largement partout en France. L'avantage concurrentiel qu'on a peut-être nous aujourd'hui, c'est qu'on est moins cher, on a moins de coûts, on a moins de charges quand même que des entreprises qui seraient installées à Paris et qui auraient aujourd'hui encore des bureaux, ce qui n'est même pas mon cas. Donc pour le coup, cet avantage concurrentiel, on le répercute sur nos tarifs auprès de nos clients. Donc voilà, pour répondre, c'est pas forcément une problématique majeure. C'est vrai que les boîtes parisiennes ont des taux jouables qui sont énormes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les annonceurs en local, ils vont aussi chercher des agences locales. Donc, nous, de temps en temps, on se déplace, donc les annonceurs aiment bien quand ils viennent aussi se déplacer. J'ai longtemps travaillé pendant 5-6 ans pour Tout par Jeune, qui était juste à côté de Lyon. Quand on se déplace chez eux, on crée une relation et donc c'est plus facile. Mais c'est vrai que les agences locales, on voit maintenant ils travaillent avec une nouvelle agence qui est Conspirit Mediatrack, qui est une boîte lyonnaise. Donc ils aiment bien aussi travailler avec des acteurs locaux. Et effectivement, il y a des différences de coûts et sur des petits projets, on a du mal à répondre à cause des coûts de structure qui sont assez importants dans notre boîte. Merci. Théo. Alors, Théo, vous êtes un grand spécialiste de la data. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire du marketing digital sans data? Est-ce que, à quel point c'est devenu central en fait? Encore une fois, c'est pas nouveau. La data au sens strict, c'est de l'information. Donc on a toujours fait du marketing, digital ou pas, à partir de l'information. L'information sur les concurrents, sur les prix, sur la distribution, sur évidemment les consommateurs, on parlait de consumer journée. Ça se mesurait avant, disons 2010, arrivée de la vraie révolution qui est la big data. Vraiment la data en temps réel, en énorme volume, sur tous les points de contact, avec une variété de données. Donc là c'est plutôt la technicité qui a explosé ces 10-12 dernières années, et aussi les technologies de traitement qui ont explosé, qui permettent aujourd'hui de faire de la segmentation continue, du retargeting, du ciblage, pour prendre ça, mais aussi en dehors de juste le marketing digital, sur le développement de produit, aussi le marketing stratégique et le développement de produit, la data qui va permettre de faire du développement, du retour d'expérience sur l'usage des produits en direct, et de faire de la modification de stratégie en direct. Voire demain, on va arriver dans le marketing automation, où c'est plus des gens finalement qui vont toujours prendre toutes les décisions sur les piliers marketing, mais ça peut être aussi des algorithmes préprogrammés qui vont s'alimenter avec toute cette donnée qui arrive de partout. Alors, il y a un gros enjeu, et je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, sur les plateformes de traitement, les compétences des gens qui vont faire ces traitements, et puis à un moment donné, il faut quand même quelqu'un qui dise un algorithme, c'est très stupide, hein, donc ça fait ce qu'on dit de faire. Donc il faut des gens qui maîtrisent ça, et aussi qui maîtrisent le côté marketing. Mais aujourd'hui, la data, la capacité à maîtriser la data et à la bonne vitesse, parce que finalement, la capacité à maîtriser la data, ça veut juste dire capacité à maîtriser les informations sur les prix. Par exemple, on a beaucoup de sujets sur l'alignement des prix en ligne, en temps réel, de nos plateformes de vente. Ça, c'est finalement, quelqu'un peut juste aller regarder sur le site de Darty ou sur le site d'Amazon quel est le prix de notre produit, mais ce qui va vraiment changer le jeu, et ceux qui vont vraiment gagner et avoir des avantages compétitifs avec la data, c'est ceux qui vont être capables de ne plus faire appel à des gens, mais à faire appel à des robots qui sont capables de, en temps réel, collecter de la donnée, l'interpréter et prendre des décisions, de faire du décisionnel automatisé. Là, c'est là où les entreprises, comme on essaye nous sur certains cas d'usage de le faire, vont avoir un avantage concurrentiel lié à la data. Puis ensuite, le dernier grand cas d'usage, alors je sais qu'il y a des questions qui vont se poser, mais c'est la monétisation de la data.
aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, je pense à Canal+, par exemple, ont encore des scrupules à monétiser la donnée qu'elles possèdent sur des gens, sur des consommateurs, etc. Si on pense à Google, ils vivent toute leur vie depuis toujours en faisant uniquement quasiment cette vente, en monétisant de la data qu'ils collectent, qu'ils savent interpréter et qu'ils savent revendre. Et demain, il y a une vraie tendance qui dit que les entreprises vont aussi vendre des produits ou des services, ou imaginer des produits, mais aussi vendre de la data, être capable de monétiser la data qu'elles possèdent. Et là, il y a un boulevard aujourd'hui, alors il y a des questions de réglementation, etc., mais il y a un boulevard pour faire évoluer les business, et même dans des entreprises industrielles comme le groupe SEB, pour vendre de la data sur, je ne sais pas, moi, les recettes qui marchent en ce moment, pour vendre beaucoup de produits autour du cooking, quelles sont les recettes qui sont à la mode en ce moment. Vu qu'on a 3 millions de cookies chez les gens qui sont connectés, on peut savoir quelles sont les recettes à la mode, et on peut revendre cette information à d'autres entreprises qui auraient d'autres use cases là-dessus, et gagner de l'argent là-dessus. Donc là, il y a un boulevard aussi en termes de business model au-delà du simple marketing. Alors, vous parliez des évolutions juridiques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, le RGPD et tout ce qui s'ensuit. Comment vous voyez l'évolution de cette dimension de data, finalement, d'un point de vue marketing, alors, pour vous ou Stéphane, peu importe? Alors, moi, je vois que j'ai commencé à monétiser la data depuis 2000. Et donc, on a vu l'évolution du Far West de 2000 à 2004 où il n'y avait pas de loi. Donc là, l'opt-in, ça n'existait pas, le consentement n'existait pas. Donc là, en 2004, la loi sur la confiance dans le commun numérique fait qu'on impose un opt-in sur les emails, les SMS et ainsi de suite. Mais ce qu'on voit aussi avec le RGPD, c'est tous les traitements de données personnelles qui étaient traités avant sans forcément beaucoup de consentement ou de façon pas très éclairée. L'arrivée aussi depuis le 1er avril de l'année dernière des bandeaux cookies, des plateformes de consentement. On vous demande si vous êtes d'accord pour être suivi sur votre mobile. Alors, moi, je ne vais pas dire le contraire, je m'en sers aujourd'hui pour faire du reciblage en temps réel, pour identifier des personnes à côté d'un point de vente et leur envoyer un message en temps réel. C'est vrai qu'on va avoir besoin de ces données vont de plus en plus être anonymisées. Donc en fait, nous, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la donnée personnelle, de savoir que c'est Blandine ou Pierrick ou Stéphane qui est à côté. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la personne, c'est son intérêt, elle est à côté d'un point de vente, ses consommations passées. Donc c'est plutôt ces informations-là qui nous intéressent, ce ne sont pas des informations personnelles, mais plutôt des données qu'on peut avoir sur des comportements. Mais on sait, et c'est la tendance, c'est qu'on va partir sur un marketing de plus en plus éthique, avec le consentement de plus en plus éclairé. Et les internautes deviennent de plus en plus matures sur l'usage de leurs données. Et je pense que c'est une tendance qu'on va avoir un petit peu partout. On va repartir sur le contrôle de la donnée de la data, ça va être légiféré de plus en plus. Il y a des opt-ins qui arrivent, quasiment un opt-in déguisé sur le postal, avec le WePub qui arrive. Donc le WePub, donc ça veut dire qu'à partir du 1er septembre, dans 15 métropoles, vous ne pourrez plus mettre de prospectus papier dans les boîtes aux lettres, sauf si vous avez accolé un post-it WePub. Donc ça veut dire qu'on va avoir peut-être 20-25% de consentement. Donc là, on va arriver quasiment sur un opt-in sur du courrier postal, en tout cas sur le prospectus, et qui va être remplacé par le digital. Donc on va, nous, accompagner des enseignes, par exemple, comme But, pour qui on transforme le budget prospectus sur du SMS, sur de la bannière, de la pub in-app. On va changer un peu la façon d'envoyer en fait, ces prospectus en les digitalisant, par exemple. Donc, en général, on va partir sur plus de lois, plus de contraintes. Alors, c'est des contraintes, ça va aussi dans le bon sens, mais il faut qu'on soit aussi beaucoup plus malin pour utiliser ces données pour être de plus en plus efficace, mais sans toucher aux données personnelles. Voilà. Merci. Juste pour compléter, effectivement, et donner un peu ma vision de l'annonceur, effectivement, et effectivement, j'ai vu aussi l'évolution de la data et la façon dont les entreprises, pour le coup, ont utilisé cette data. C'est vrai que pour le coup, ça n'a jamais été autant compliqué, effectivement, d'utiliser de la data. Finalement, la data, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu l'énergie qui nous permet de prendre plein de décisions. Aujourd'hui, effectivement, avec les nouvelles réglementations, on est passé d'une data, on va dire, déterministe, où on savait effectivement quelle était la navigation sur un site, quelles étaient les préférences de tel ou tel individu, à une data plus probabiliste, parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée des consentements, on a en moyenne, ça dépend des sites, mais
on perd 30-40% de la data sur effectivement des personnes qui ne donnent pas leur consentement, et on peut comprendre pourquoi ils ne le donnent pas. Mais c'est-à-dire que nous, derrière, annonceurs, on a des vraies problématiques d'investissement média. On investit effectivement beaucoup, et derrière l'investissement média, on parlait tout à l'heure de média planning, c'est la logique de l'attribution, de la contribution, c'est comment telle activation média a permis effectivement de stimuler le business, de telle nécessité, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui des annonceurs, c'est de se dire comment cette data, qui est de plus en plus riche, mais malgré tout de moins en moins individualisée, de plus en plus cohortisée, comment on arrive à en faire quelque chose et comment on arrive effectivement à l'utiliser dans une logique éthique, effectivement, quotidienne. Un peu, moi je pense que le fait d'utiliser de façon éthique la donnée notamment personnelle, elle suit, c'est la législation qui suit les envies et les besoins des consommateurs citoyens. C'est-à-dire que c'est nécessaire, mais c'est aussi les consommateurs et les gens à qui les annonceurs interagissent, ils ont cette demande, ils ont besoin de cette confiance, on en parlait, il y a la peur, et il y a des questions légitimes parfois sur la confidentialité, il y a tout ce qui est sécurité de la donnée personnelle quand on fait pas juste de l'opt-in, mais pas juste du cookie-base, mais aussi des choses plus quand on s'inscrit sur des bases de données, etc. Il y a les données de santé, on élargit encore plus, qui vont être de plus en plus utiles pour les gens, pour prendre soin des gens. Donc c'est très important que les données de santé soient disponibles à des gens qui savent quoi en faire, mais évidemment de façon éthique. Et oui, la législation est là pour cadrer. Après, je suis convaincu que le niveau d'usage et d'intérêt et de valeur de ces données reste tellement élevé qu'on trouvera une solution pour le faire de façon éthique et efficace, je pense. Juste peut-être pour recompléter et pour revenir à quand on parle de retargeting, l'abus aujourd'hui d'avoir autant de données sur les consommateurs, c'est qu'on pense qu'avec simplement ces données-là, on est capable de savoir exactement ce qu'on va pouvoir leur pousser visuellement, et notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois aujourd'hui réellement autour des marques qui nous poussent sans cesse du contenu parce qu'ils ont les données nécessaires pour nous pousser le contenu qui va nous intéresser. Et je soulève aujourd'hui réellement la question du contenu visuel qu'on pousse aux gens. Il ne suffit pas de savoir exactement ce que la personne va acheter pour lui soumettre visuellement notre produit. Il faut aussi avoir un contenu qu'on a travaillé, donc un contenu sur lequel on a un argument de vente, un contenu qui peut être une vidéo sur laquelle on est capable d'expliquer réellement ce qu'on vend et pas se dire c'est acquis, j'ai cette donnée-là, je sais que ces personnes-là vont aimer mon produit parce qu'ils ont aimé les produits de mes voisins, etc. Voilà, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important pour les entreprises, pour les marques, de travailler visuellement le contenu qui est poussé, notamment sur tous les outils du digital. Merci. Stéphane, est-ce que vous partagez le même avis là, sur les contenus? Oui. En fait, on a beaucoup parlé de data, mais c'est vrai que derrière, il y a la question des contenus. Oui. Alors oui, il y a toujours la data derrière le contenu. Comment vous faites pour articuler le tout? Et en fait, pour faire des créas, pour faire du plan strat, on s'appuie en fait maintenant sur la data. Donc quand on va créer un visuel pour une marque, si on va placer cette femme dans une cuisine ou en train de cuisiner pour ses enfants, on a fait des études en amont pour savoir que c'est quel usage du produit, et donc on va le mettre en situation. Et donc on se sert d'études, alors ça peut être des cantars, ça peut être des données en open data, on se sert en fait de la data à tous les niveaux du funnel marketing, du début du tunnel jusqu'à la fin du tunnel, aussi bien pour faire avoir des insights pour la marque, le produit, la connexion du client, pour faire le ciblage, connaître et faire les personas du client, pour faire des ciblages très pointus, pour aller cibler géographiquement, on va nous récupérer des données en open data sur les revenus des personnes. Alors c'est au niveau du carreau, donc le carreau c'est le découpage de la France en carreaux de 200 mètres par 200 mètres. En open data, on a une centaine d'informations sur le revenu moyen, l'âge dans le carreau, le niveau de chômage, et ainsi de suite. Donc on a créé en fait des personas, à peu près 13 profils qui catégorisent les foyers français. Et donc là, c'est de la data qui ne sont pas nominatives, mais qui nous permettent d'identifier quels sont le type de personnes qu'on va avoir et comment on va s'en servir
dans l'ensemble du tunnel, sur la créa, le planning strat, le ciblage. Puis après, tu vas donner que nous servir à nous à mesurer les performances des campagnes, les optimiser. Donc, dans le marketing digital, en fait, on se sert de la data à tous les niveaux. Et, pas que pour du ciblage ou de la connaissance client, mais dans l'ensemble et pour le contenu aussi. On parle beaucoup d'évolution, vraiment d'évolution dans tous les sens au niveau du digital. Comment on fait pour assurer finalement des compétences qui durent dans le temps, des compétences stables? Donc, moi, chez Décuple, par exemple, vous avez une entreprise qui existait déjà bien avant le digital. Mais comment on fait pour rester et développer ces compétences malgré un environnement qui évolue très très vite? C'est pour moi aussi. Pour les quatre. Alors, c'est vrai que Décuple, qui s'appelait il y a encore 6 mois AD Performance, c'est une société qui a 50 ans. Donc 50 ans qui vient du marketing direct. Donc à l'origine, et on fait toujours ça, hein, notre métier à l'origine, c'est d'envoyer des courriers pour générer des abonnements pour la presse. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, puisque c'est généralement votre banque, votre assureur, Carrefour qui va vous envoyer un courrier avec des étiquettes à décoller pour s'abonner à un abonnement magazine, donc des petites planches de timbre. Ça fait 50 ans que ça existe. Et ça existe toujours. Hein. On a des rendements incroyables sur le courrier. Et quand on va cibler, par exemple, les clients de la BNP, par exemple, les porteurs de 4 premiers de la BNP, nous, on a un modèle où on finance toute la campagne. Donc, si la campagne se plante, c'est nous qui investissons à perte. Et donc, on va utiliser, en fait, on va analyser les profils des clients du passé pour aller sélectionner dans les bases de la BNP que ceux qui ont la plus forte probabilité de commander. Donc, on a parmi nos services des data scientists qui, à l'origine, étaient des statisticiens. Hein, maintenant, on les appelle des data scientists, mais ils vont nous permettre d'étudier justement ces profils-là. Et donc, le métier a évolué. Hein, c'est sûr qu'avant, on avait plutôt un service de fabrication, de production, des marketeurs. Maintenant, on a aussi beaucoup de compétences dans la data analyse. On fait aussi maintenant des envois par courrier digitaux, hein, enfin de l'email par exemple, des choses qui n'existaient pas par le passé. On est obligé d'évoluer sur les compétences beaucoup plus techno aujourd'hui pour s'adapter à l'évolution technologique. Par contre, je le disais, les règles du marketing restent toujours les mêmes, sauf que ça va toujours plus vite, il y a beaucoup plus de données, plus de temps réel. Et donc, le profil du directeur marketing de demain, il aura besoin d'avoir des compétences beaucoup plus techniques, d'avoir des connaissances technologiques, parce que c'est ça qui va un peu driver les nouvelles idées, les nouveaux concepts. Il faut s'appuyer sur ces technos pour s'adapter à ces cibles, aux différents médias qu'il va consulter, et donc il faut être présent où sont vos clients. Donc il faut forcément s'adapter et aller avec le sens des évolutions technologiques. Alors, juste pour effectivement compléter effectivement, la vision des choses, je pense que je te rejoins complètement. Après, le directeur marketing de demain, du moins l'expert digital de demain, je pense qu'il faudrait qu'il ait aussi une fibre juridique, parce qu'encore une fois, on parle vraiment des contraintes réglementaires systématiques, ça évolue tout le temps, au niveau local, au niveau européen, il y a toujours effectivement des benchmarks aussi, cette curiosité. Je pense qu'on a une chance dans le digital, c'est qu'à l'inverse du retail classique, où finalement les cycles de décision, de consommation sont potentiellement plus longs et plus difficilement mesurables, c'est que dans le digital, tout est mesurable. Donc c'est l'avantage. Pour le coup, on s'appuie beaucoup effectivement sur toujours cette data. Je pense qu'on a parlé 95% du temps de la data aujourd'hui, mais c'est ça finalement l'ADN aujourd'hui de la place dans le digital, c'est avoir cette proximité avec les chiffres. Tester systématiquement, on en parle régulièrement à chaque conférence, mais cette logique un peu de test and learn, d'itération, je pense qu'on a cette chance dans le digital aussi, vu que tout est mesurable ou mesuré, de pouvoir apprendre régulièrement, participer à des colloques, participer à des tables rondes comme ça où on partage les bonnes pratiques, et c'est comme ça effectivement que nos métiers évoluent. C'est que cette curiosité, parce qu'effectivement, je pense que je pourrais même pas dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans pour le coup, parce que je ne savais pas ce qui s'est passé vraiment il y a 30 ans, mais déjà ça fait 13 ans que je suis dans le digital. Il y a eu une accélération là, depuis 3 ans qui est juste exponentielle. Et ça va encore de plus en plus vite. Donc cette curiosité,
cette soif d'apprendre, de comprendre surtout, est vraiment clé. Alors, la ressource la plus difficile à trouver en ce moment, c'est les data ingénieurs et les machine learning engineers. C'est infernal. C'est l'étape un peu avant le data scientist. Donc le data scientist va utiliser des données existantes dans un data lake, va faire quelques préparations et ensuite va faire des modèles statistiques dessus. Quand on a de la donnée encore plus massive, encore plus dynamique et à échelle, on a besoin de spécialistes des data pipelines, etc. Et cette ressource, elle a triplé de TJM, pour pouvoir parler de coûts en 2 ans. On a des histoires incroyables, des gens qui travaillaient pour nous sur des pipelines et qui ont renvoyé des freelances, qui sont sous freelance, ça va. Ils ont renvoyé leur PC, ils disent je suis dans l'avion pour New York, je vais prendre $250 000 à l'année. Enfin, il y a une pénurie de compétences. Alors il y a des formations rapides qui arrivent à certains niveaux, mais sur certaines choses assez techniques, c'est la crise. Donc le marketeur de demain, comme on le disait, doit avoir ses compétences techniques, mais même au-delà de ça, aujourd'hui c'est ça qui est bankable. Donc en fait on est comme sur des métiers très très techniques, et où est le marketing dans tout ça? Quels sont les métiers du marketing? Quel est l'avenir encore du marketeur? Est-ce que c'est en gestion ou est-ce que c'est dans l'informatique? Alors, je suis sur la partie gestion, moi, du coup, plutôt. Je vais sortir un peu de la data pour rebondir aussi sur la manière dont on reste compétent ou qu'on maintient nos compétences. Alors, je rebondis, je pense qu'il faut être assez autodidacte quand même, parce que, comme tu dis, il manque aujourd'hui. Les formations ne vont probablement pas aussi vite que les évolutions des outils et des besoins. Donc ça demande forcément d'être un peu autodidacte et de s'auto-former. En tout cas, voilà, c'est à mon avis le marketeur de demain, il se sera auto-formé, ça c'est sûr. Au-delà des compétences pures techniques, on a toujours besoin du cadre de compréhension, comme le disait Stéphane. Le marketing n'a pas changé pour le coup. Le cadre et l'environnement, les grandes théories, c'est juste que ça va tellement vite. En fait, ce que je dis souvent, je prends un parallèle dans la distribution pour le coup, j'explique à des CAM, donc à des key account managers, des gens qui ont l'habitude de travailler avec Auchan, Carrefour, etc., que je pense que dans 10-15 ans, ils auront un métier qui ressemblera beaucoup moins à ce qu'il était il y a 10-15 ans. C'est une théorie un peu fumeuse que j'ai inventée, mais c'est pour les embêter. En leur disant qu'avant, ils faisaient de la négociation, ils allaient voir des clients, ils bouffaient ensemble, ils discutaient des tarifs pour l'année à venir. Moi, je pense que le CAM, dans 15 ans, ce sera plus un trader. Quelqu'un qui regarde des écrans et qui dit à des robots, si ça passe en dessous de temps, tu vends, tu achètes. Je pense que et finalement, c'est le même métier, c'est de la vente, c'est de la connaissance de différents leviers, etc. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de rapidité, d'automatisation qui nécessiteront d'utiliser des outils. Mais le cadre général du marketing digital, pour le coup, il faut connaître ses bases. Il n'y a pas d'autre solution. Non, je pense qu'on peut passer à la question après, parce que ça aussi, il y avait un truc à rajouter, mais effectivement, je pense qu'on va pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les métiers support comme les nôtres, pour le coup, qui sont moins techniques, parce que effectivement, on s'appuie sur des experts techniques, parce qu'on ne peut jamais être expert. D'ailleurs, il y a plein de langages différents d'informatique, et je pense qu'on va faire du management. Marc-Pierre en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, finalement, les grands dirigeants, finalement, sont plus des entrepreneurs, ce sont des managers, et je suis complètement d'accord avec vous sur l'approche. Et on s'appuie effectivement sur justement des vrais entrepreneurs qui ont trouvé la bonne solution, la bonne méthodologie. Et derrière, c'est la gestion de l'humain, la gestion des ressources, la gestion de bande passante des équipes, parce que naturellement, il y a un goulot d'étranglement au niveau des évolutions technologiques dans les entreprises. Toutes les boîtes aujourd'hui sont en train de, alors sauf les pure players qui sont nés naturellement digitaux, mais toutes les boîtes sont en train de transformer naturellement leur asset. Et donc, c'est de se dire qu'est-ce qui est plus important que l'autre, et ce qu'on attend aujourd'hui d'un manager, d'un directeur e-commerce, d'un directeur commercial, d'un directeur je ne sais quoi. Pour le coup, c'est de gérer effectivement cette bande passante et cette capacité à délivrer des équipes pour effectivement répondre aux objectifs de l'entreprise. Donc encore de moins en moins de marketing finalement, c'est plus du management, de la stratégie. Ouais, mais qui repose de plus en plus quand même sur le consommateur. Et je pense que le consommateur n'a jamais été autant dans l'équation. Et donc effectivement dans de l'instantanéité, donc c'est comprendre les chiffres pour prendre une décision, donc, qui pour moi reste le fondamental du marketing. Enfin, pour le marketing, il est toujours présent. Il y a
sur les campagnes de marketing que je fais en digital, c'est essentiellement pour driver du monde dans les magasins. Ce qu'il faut savoir, c'est que 85% des ventes aujourd'hui, elles sont toujours dans un point de vente. Donc le digital, il a certes doublé, mais quand on parle de 3 ou 4% ou 5%, ça augmente très vite. Mais aujourd'hui, 85% des ventes se font toujours dans les points de vente. Donc nous, on se sert du digital pour pousser des offres. Donc il faut une offre, il faut un emplacement, il faut des bons produits, il faut toujours mettre en avant, souvent on met en avant une promotion pour déclencher une visite dans un point de vente. On va mettre une date stress pour dire que c'est limité à 48 heures, voilà, que ce week-end. Donc on utilise quand même les règles, les bases du marketing, sauf qu'on se sert de données, on se sert de la technologie pour aller plus vite et mieux connaître, par exemple. Mais les règles du marketing, les marketeurs doivent appliquer. Alors moi à l'époque c'était les 4P, maintenant je ne sais plus, on est à 7P ou à 10P maintenant, mais ça a beaucoup évolué, mais au final il y a toujours ces basiques, et après on va se servir de la data ou de la techno pour pousser de façon autre qu'avant, et on va beaucoup plus vite. Avant qu'on faisait un courrier, le retour d'un courrier on va l'avoir 1 mois ou 2 mois après. Une campagne en digital, on peut modifier dans la journée la créa, le ciblage, parce qu'on se rend compte que l'une est plus performante que l'autre. Mais on applique les mêmes bases. On va A/B tester lorsqu'on fait un courrier, par exemple, quand on envoie sur 500 000 courriers, on a au moins une dizaine d'A/B tests. On va changer les couleurs, changer l'offre, les positions, c'est des règles qu'on applique aussi en digital. Juste que le digital nous permet d'être plus réactif. Voilà. Mais les règles, il faut les apprendre, il faut les appliquer, ça ne change pas. On parlait beaucoup de croissance en fait, donc c'est vrai qu'on est sur un marché en croissance, surtout sur l'e-commerce, on est toujours sur de la croissance à 2 chiffres, donc on est toujours sur des modèles d'évolution. Généralement on part sur des spécialistes, puis après ils s'élargissent, ils vont voir d'autres catalogues de produits, ils vont dans d'autres pays, etc. Puis au bout d'un moment ils ont quand même un peu de mal, donc c'est soit revendu ou ils font autre chose, ou ils arrêtent. Qu'est-ce qui arrivera quand la croissance va vraiment se freiner, quand on va arriver au bout d'un moment il va bien ralentir donc qu'est-ce qui va arriver après? Quels seront les modèles d'après en fait? Je pense qu'on est déjà sur un ralentissement de l'e-commerce. Pour le coup, on reste sur des croissances à 2 chiffres en fonction des secteurs, ou un peu moins en fonction des secteurs qui sont peut-être un peu plus en maturité, mais déjà on est sur un ralentissement. Encore une fois, avec mon expérience, j'ai vu où on surfait effectivement sur la live et c'était vraiment... C'était génial, hein parce que pour le coup, les chiffres étaient vraiment en croissance. Aujourd'hui, on ne gère pas de la décroissance, on n'est pas effectivement, et justement on est sur des métiers où notre collègue d'à côté, potentiellement, qui est sur le réseau physique, lui doit gérer de la décroissance. Nous, on a cette chance de ne pas encore gérer de la décroissance, même si c'est super intéressant, je peux gérer de la décroissance. Mais pour le coup, c'est de se dire comment je vais chercher la croissance derrière. Effectivement, en plus, si on est sur une entreprise, côté, pas côté, il y a des investisseurs derrière, naturellement, on nous demande toujours plus de croissance. Donc c'est toujours compliqué d'aller chercher de la croissance. Après, encore une fois, on peut, tout dépend du secteur ou du service, mais on peut aller toujours chercher un peu de croissance. On va s'appuyer effectivement sur des technologies qui vont nous permettre de gagner en efficience, et la croissance pour le coup va passer par l'efficience désormais. Sur 1 euro investi, qu'est-ce que ça rapporte derrière? C'est pas spécialement en valeur absolue derrière, mais c'est comment on va chercher aussi des économies dans ce sens-là. Et donc c'est plus là-dessus qu'on est en train de s'orienter de plus en plus, même si, encore une fois, il y a des poches de potentiel partout, il y a des nouveaux entrants tous les jours, et donc c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux potentiels, il y a des nouveaux marchés à adresser, des nouvelles plateformes. Pour le coup, on parlait d'intermédiation, des intermédiations, il y a plein de sujets comme ça. Là, pour le coup, la croissance, c'est peut-être d'aller la chercher aussi sur, comme je disais tout à l'heure, nos concurrents d'hier. Effectivement, c'est comment, effectivement, sur les plateformes où sont les clients, sur une nouvelle façon de consommer. Les plateformes sociales, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, qui sont maintenant devenues des plateformes aussi pour faire du shopping de plus en plus, alors qu'avant c'était des plateformes de considération de notoriété, maintenant ça devient aussi des plateformes pour faire de la transaction, donc on descend aussi dans le phénomène marketing. Donc on a encore des potentiels, on a encore plein de choses, il faut juste effectivement se creuser un petit peu la tête. C'est un peu moins simple que ce qui était avant, mais pour le coup c'est ce qui devient vraiment intéressant, et grâce à la data encore une fois, je pense qu'on lui encore une fois dans le big mot data, mais voilà, en tout cas on peut aller chercher, c'est ce qui est stimulant dans nos métiers,
c'est effectivement, vu que tout est mesurable et mesuré, ben, on peut toujours apprendre, et ça c'est génial. Alors, pour le coup, c'est stimulant, c'est sûr, et le souci que ça pose quand même, c'est qu'on en attend beaucoup, peut-être beaucoup trop. Tu parles d'1 euro investi, quel est le résultat? Et souvent, nos clients, tu partageras peut-être mon avis, mais 1 euro investi dans le marketing digital, il faut qu'ils en gagnent 2 euros. Alors qu'il ne faut pas oublier que le marketing digital, aujourd'hui, il sert majoritairement la notoriété aussi de nos clients. Et puis, s'ils ont un bon site internet, s'ils ont un bon produit, il va servir leur business. Mais avant tout, nos outils aujourd'hui, nous en tout cas dans le marketing digital, que sont principalement les réseaux sociaux, servent grandement la notoriété des marques et pas directement leur business. Alors, moi je suis moins sur cette partie-là parce que nous on nous demande la performance et du ROI pour le coup, et on est moins sur l'influence. C'est vrai que l'influence marketing sur les réseaux sociaux, on travaille vraiment le haut de funnel, la notoriété, mais qui va servir derrière à transformer. Et dans les campagnes de marketing, nous, ce qu'on va plutôt mesurer, c'est le ROI. Alors on va plutôt chercher un ROI à 3, à 4, à 5. Mais nous, on nous demande de la performance dessus. Ce qu'on n'a pas sur du haut de funnel en notoriété, sur du display ou de l'influence, où là, on est encore... Même si maintenant, on arrive avec des influenceurs qui sont... rémunérés à la performance aussi, hein, avec des codes de réduc et ainsi de suite. Donc il y a un moment où on va y arriver aussi sur de la performance et pas que de la notoriété. Et il faut servir à la notoriété aussi en amont. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que nous, en tant que marketeurs au service de nos clients, on ne peut pas pour eux, à leur place, vendre leurs produits. Je leur propose plutôt d'améliorer leurs produits avant même de faire de l'influence. Si tu veux faire de l'influence sur un produit qui n'a pas fait ses preuves, ça n'a pas de sens aujourd'hui de nous payer les influenceurs pour promouvoir ce produit. Peut-être une dernière question générale. Donc, comment vous voyez le marketing digital dans 5-10 ans? Question peut-être très difficile. C'est toujours très difficile hein, de voir les évolutions dans le digital, justement. Alors comment vous voyez, quelles sont vos visions à vous? Je vais garder le ouais, dans 5 à 10 ans, c'est super compliqué. Parce que, et puis ça évolue effectivement tellement vite, enfin tous les outils évoluent tellement vite que c'est un peu compliqué d'avoir une vision. Même moi, dans les outils que j'utilise tous les jours, j'ai pas de vision au mois prochain. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille avec les outils de Meta, Instagram et Facebook. Instagram vient de changer son fil d'actualité. Et ben, ça change tous nos formats, ça change tout ce qu'on avait mis en place pour nos clients. Donc, c'est des petites évolutions, mais mises bout à bout, ces évolutions fonctionnelles dans les outils changent notre métier vraiment d'une année sur l'autre de manière assez incroyable. Je pense que dans 5 ans, l'outil qui va le plus évoluer à nouveau, c'est peut-être Meta avec le métaverse. Alors, j'ai pas encore énormément de connaissances et d'expérience sur le métaverse. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de naviguer un peu dans le métaverse avec un Oculus ou avec je ne sais quel, principalement un Oculus aujourd'hui. On voit des marques qui se positionnent déjà dans le métaverse, plutôt des très grandes marques, mais ça veut forcément ouvrir le marché, ça va forcément ouvrir à de nouvelles méthodes de commercialisation, de nouvelles méthodes de communication. Et je pense que dans 4-5 ans, si on se reparle aujourd'hui, je ne sais pas si Facebook, Instagram, TikTok ou même BeReal qui vient d'arriver existera encore en tant que tel. Est-ce que ça ne laissera pas vraiment aussi la place à plein d'autres méthodes et la data? Moi, je ne sais pas ce qui adviendra dans les 5 à 10 ans, mais ce qui est sûr, c'est que même si le e-commerce plafonne maintenant, les plateformes ne bougent pas trop dans les 5 années, ou le métaverse, ça ne prend pas, les entreprises n'ont pas fini leur digitalisation. Donc de toute façon, la pratique et les entreprises vont continuer à se professionnaliser, ce qu'on disait, toutes les évolutions, même si ça plafonne, même si on pédale plus dans la descente sur l'e-commerce comme on a fait jusque-là,
Il y a encore énormément de transformations, de modèles, surtout toutes les entreprises un peu anciennes comme les miennes qui a 150 ans, qui ne sont pas digital natives, c'est un peu moins le cas sur ces entreprises-là. Mais la transformation des Papillons a encore besoin de beaucoup de compétences, appel aux étudiants. Donc voilà, donc ça en tout cas dans les 5 prochaines années, c'est sûr. Ça va continuer la digitalisation, la data au cœur, ces transformations-là vont continuer. Et le télétravail. J'adhère à 200% sur ce qui vient d'être dit. Et après, je pense que notre marché n'est pas mature. Il suffit à moi-même de penser ce qui va se passer dans 5-10 ans. Si regardons ce qui se passe déjà sur des marchés plus matures comme l'Asie, effectivement, qui ont déjà effectivement plus de maturité que nous sur ces sujets-là. Effectivement, donc à la levée de métavers, je pense que personne ne sait vraiment si ça va percer ou pas. En tout cas, beaucoup de marques investissent beaucoup d'argent sur le métaverse, NFT ou autre. Effectivement, c'est des choses qui sont plus pour l'instant de l'innovation, donc on ne sait pas si ça va passer effectivement le step derrière du core business. Après, effectivement, je pense qu'on va être de plus en plus sur de l'amplification, effectivement, au modèle qui existe depuis des années, effectivement en Asie, mais sur les marques vont de plus en plus amplifier leurs services pour effectivement être distribués un peu partout où les consommateurs sont, que ce soit sur les plateformes sociales, sur des plateformes conversationnelles, sur des plateformes de distribution et retail un peu plus classiques, pour effectivement conserver cette fluidité effectivement entre du CRM, entre de la genèse, entre du produit, etc. Donc je pense que, effectivement, on va continuer à monter en maturité, parce qu'on a besoin d'être mature sur le sujet. 2, on va accélérer effectivement sur la payification des services pour être de plus en plus interconnecté avec d'autres services là où sont les clients. Et 3, effectivement, il y a toute l'innovation qui arrive par-dessus tout ça, qui va aussi être un moteur de prise de décision de assistant virtuel, métaverse, et il y a aussi, je pense, un marketing qui sera plus éthique et plus responsable. Et donc on voit de plus en plus des initiatives, par exemple dans l'email, par exemple, envoyer un email, ça consomme à peu près une ampoule allumée toute une journée. Et donc il y a des initiatives qui se font sur le fait de détruire des emails après réception et usage, puisqu'un email commercial du Black Friday il y a 1 an ou il y a 10 ans n'a plus aucun intérêt. Alors qu'aujourd'hui ils sont stockés, hébergés, donc dans des serveurs qui consomment beaucoup d'énergie. Donc tout est calculé, on va nous commencer à faire des calculs sur toutes les campagnes avec une calcul de carbone, qu'est-ce que tu consommes en envoyant un SMS, en envoyant une bannière, en allant dans le métaverse. Donc on va sûrement avoir de plus en plus la partie éthique, le respect des données personnelles et les enjeux sociétaux, environnementaux qui seront pris de plus en plus dans les stratégies de l'entreprise. Voilà. Merci. Peut-être on peut passer à des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Ils ont peut-être soif maintenant. J'ai posé les deux. Ah, oui. Non mais je peux parler fort, hein, pas de souci. Bonsoir Valérie, merci beaucoup, hein, c'était vraiment très intéressant. Je rebondis sur la présentation de Marc tout à l'heure, qui a beaucoup parlé de sociologie finalement. Sociologie, on a vu l'anthropologie aussi, hein, qui a interféré sur le marketing. Vous avez parlé beaucoup de data. On voit les écoles d'ingé, les grandes écoles d'ingé en France introduire des sciences sociales comme la philosophie à des data analystes. Donc je me demande, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir, en tout cas, comment vous envisagez d'intégrer la dimension consommateur et du sens dans cette question du marketing digital? Et donc, est-ce que la philosophie a de l'avenir, finalement, dans le marketing digital? Thèse, antithèse, synthèse. Vous nous collez là, non, moi je me souviens des cours de M. Fieser avec la théorie de Pavlov. J'ai toujours le réflexe, c'est des sujets qu'on a toujours traités, la Gestalt théorie, enfin, c'est des choses qui me reviennent comme ça, qui m'ont marqué. La théorie de la belle forme. Non, je pense que si on les apprend, et on va bien sûr en prendre en considération, mais c'est sûr que c'est des choses qu'on voit, nous, moi, sur la partie, c'est pas dire
théorique, mais c'est vrai qu'en application au jour le jour, on se rend compte que parfois dans les sociétés, ils font encore des scores avec un RFM, et ils ne vont pas très loin, ils ne vont pas pousser alors qu'on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est ces parties-là qui sont beaucoup plus théoriques. C'est vrai que nous, dans l'économie du quotidien, on a du mal à le prendre en compte. Alors je ne sais pas si vous avez ce genre de considération aussi poussée, mais c'est vrai qu'on ne va souvent pas aussi loin que les études très poussées que vous pouvez appliquer et sur lesquelles vous devez réfléchir au quotidien, même si on tient un peu au courant des évolutions et ainsi de suite, mais ce n'est pas forcément des choses qu'on prend en compte au quotidien. Vous avez bien piégé là. On pourrait demander à Marc la réponse. Pour compléter peut-être, en tout cas, nous on prend en compte la difficulté de mettre du sens dans le marketing et dans ce qu'on fait au quotidien. Je pense qu'on est simplement aussi, on essaie d'être le plus possible authentique, et nous on demande à nos clients de placer un peu au cœur de leur communication, en tout cas l'humain, et de se placer eux au cœur de leur communication. S'ils sont assez authentiques et qui eux-mêmes mettent du sens dans leur travail, on retrouvera le sens derrière dans le marketing. Encore une question piégeuse. Bon, là, je vais mettre ma casquette de conseiller scientifique à la DGCIP parce que c'est évidemment une question que le conseiller en charge de la gestion se pose au ministère. Bon, j'ai eu la chance ces dernières années, dans mes fonctions de conseiller scientifique, de côtoyer une collègue qui est en charge de l'informatique, Anne Boyer, qui dirige un très gros labo de recherche en intelligence artificielle à Nancy. C'est elle qui a conçu, enfin qui a piloté, qui a supervisé la conception de l'algorithme Spotify. Vous voyez, des gens qui sont vraiment au cœur de ce que vous évoquez. De nos échanges, il n'y a pas de réponse à votre question, Valérie. Simplement, je pense qu'effectivement, la question qui est posée, c'est celle des compétences dont vont avoir besoin demain les praticiens du marketing. Alors, je pense qu'il est totalement illusoire d'imaginer un profil unique. C'est-à-dire qu'on le voit déjà aujourd'hui à travers la diversité des spécialisations qu'adoptent les masters marketing. Après tout, on est en train de parler des 30 ans du master marketing. Il va y avoir des choix à faire dans les formations sur la majeure, en quelque sorte, qu'on veut mettre dans la formation. Ce qui, évidemment, n'éliminera pas des compléments à côté. Mais ce qui est absolument certain, c'est que dans votre domaine, les marketeurs aujourd'hui sont très marginalisés par rapport aux écoles d'ingénieurs. Si vous regardez ce qui se passe sur le plateau de Saclay, même HEC a un petit peu de mal à suivre en formation en IA. Donc, a fortiori, vous imaginez la complexité pour des masters universitaires. Donc, il va falloir réfléchir justement aux fondamentaux qu'on choisit de donner pour des profils qui vont être diversifiés. C'est-à-dire que le marketing digital, et vos propos l'illustrent assez bien, est très multiforme. On l'a vu dans vos échanges, là, il va y avoir des gens en amont, il va y avoir des gens en aval, il y a des gens qui vont faire tourner les tuyaux et alimenter les tuyaux. Donc on a besoin d'un côté de cette gestion des flux, et on a besoin aussi, et là ça rejoint la question de Valérie, on a besoin de compétences pour interpréter ce qui se passe. C'est-à-dire que Philippe Tassi nous l'avait dit un jour lors d'une conférence aux journées de recherche en marketing, le problème de la data en général, c'est qu'on observe les phénomènes, mais on a besoin d'expliquer. Je retiens cette phrase de ma collègue Anne Boyer qui dit le gros problème du deep learning, c'est que l'algorithme fonctionne très bien, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est quand même très embêtant pour les marketeurs. Parce qu'on est justement confronté à une évolution des comportements des consommateurs, vous l'avez dit vous-même, qui est extrêmement rapide, les concurrents réagissent, etc. Donc, quelle va être la durée de vie d'un algorithme? Si on ne maîtrise pas un petit peu ce qui est derrière la boîte noire, on aura des problèmes. Donc je pense qu'on va avoir besoin à la fois de compétences un peu à long terme sur l'évolution des phénomènes sociaux, anthropologie, philosophie, sémiotique, etc. Et puis on va avoir besoin de compétences techniques dans la manipulation des données. C'est le retour en grâce des stats. Je veux dire, vous savez fort bien qu'enseigner les stats dans des formations de gestion,
c'est pas le rêve. J'enseigne les études de marché depuis quelques années. C'est pas vrai, ça donne des vocations. Oui, mais non, il y a quelques vocations, mais en moyenne, les étudiants sont quand même pas fascinés par le TILE ou l'analyse en composante principale. Donc, or, on va avoir énormément besoin de compétences dans ces domaines-là, plus évidemment les compétences spécifiquement informatiques. Donc la réponse l'état de ma réflexion au ministère aujourd'hui, c'est de dire il faut éviter de perpétuer les silos. C'est-à-dire qu'en France, on est les champions des silos, et les écoles d'ingénieurs d'un côté, les universités de l'autre. Bon, ça, c'est déjà une catastrophe. Alors heureusement, des structures comme Saclay et autres commencent à aller dans le bon sens, mais je pense que face aux évolutions que vous illustrez fort bien, on a justement besoin de réunir les compétences, alors qu'ils ne seront certainement pas détenues par un seul personnage, mais on a besoin de faire dialoguer des personnes qui vont avoir des compétences à la fois descriptives, parce que fondamentalement les données elles sont descriptives, explicatives et analytiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en amont des phénomènes. Mais ça va être un sacré challenge pour les IE, notamment dans le domaine du marketing. Ceci étant, en finance, c'est exactement pareil. En pôle de gestion, c'est exactement pareil. Donc je pense que dans la conception des diplômes, il va y avoir des choses intéressantes à faire dans les 5 à 10 ans. Mais ce n'est qu'un avis absolument personnel. Je ne prétends pas avoir la réponse. Si j'avais une réponse, je serais consultant et j'aurais une beaucoup plus grosse voiture que la prochaine.